Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel échange vidéo et long format pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Achille Mbembe à l'occasion de son passage à Paris et de la parution de son nouveau livre aux éditions La Découverte, Politique de l'inimitié. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes d'origine camerounaise, mais vous êtes basé en Afrique du Sud, puisque vous enseignez à l'université de Johannesburg, à la fois l'histoire, la science politique, et les États-Unis, entre Harvard et Duke University, c'est ça? De temps à autre. De temps à autre. Paris. Vous étiez déjà passé par Paris en janvier dernier, hein, c'était pour la Nuit des idées organisée par le Quai d'Orsay, et c'était un échange avec l'historien Patrick Boucheron, dans lequel vous aviez, je me souviens, dit que à partir de votre expérience sud-africaine, nous n'avions pas d'autre choix que d'être exposés aux autres si on ne voulait pas revenir au vieux fantasme qu'était la séparation, voire l'extermination. On en est vraiment là, proche de ces fantasmes, pour vous? Je crois qu'à plusieurs égards, on en est là. Et que les forces contraires, c'est-à-dire les énergies qui pourraient nous permettre de résister à la pulsion séparatiste, ces énergies, aujourd'hui, elles sont plutôt rares. Parce qu'effectivement, l'Afrique du Sud, ça a été, on le sait, une forme d'expérimentation politique, du pire, les camps de concentration qui se sont inventés en Afrique du Sud, l'apartheid, comme peut-être du meilleur, des coalitions arc-en-ciel qu'on a pu envisager là-bas. On a quand même du mal à lire l'expérience de l'Europe à l'aune de cette histoire sud-africaine, enfin, comme vous avez parfois tendance à le faire. Eh bien, la forme camp, elle n'est pas si étrangère à l'histoire européenne que cela. Au fond, le camp, il est avec nous désormais, y compris dans cette grande métropole qu'est Paris. L'encampement, il me semble, notamment dans le contexte de repeuplement du monde, que traduisent bien ces migrations forcées ou non, l'encampement est devenu, je dirais, une manière de structuration assez forte de notre monde contemporain. Alors dans cet ouvrage, Politique de l'inimitié, vous continuez un peu à creuser certaines des problématiques qui étaient présentes dans votre dernier ouvrage, Critique de la raison nègre, et notamment voilà, ce que vous appelez le repeuplement du monde, enfin, ce que font les migrations au monde. Et vous soulignez à plusieurs reprises cette brutalité des frontières. Est-ce que, qui est indéniable, je pense aujourd'hui, est-ce que cette brutalité, elle vous semble plus forte qu'avant? J'ai du mal avec l'historicisation de cette brutalité des frontières. En quoi est-ce qu'on serait aujourd'hui sur des modes de séparation plus rigides, plus durs et plus porteurs de conséquences pour la communauté politique? À l'époque coloniale, par exemple, les gens circulaient relativement librement. Il était facile, pour ceux des historiens qui se sont penchés sur ces questions, d'aller d'un point à l'autre dans les différents empires qui, à l'époque, constituaient le monde. Ce qui s'est passé, c'est que, à partir, je dirais, de la fin des années 50, début 60, avec les décolonisations, on a assisté à la prolifération de nouveaux États-nations fondés, bien entendu, sur le principe classique de la souveraineté, contrôle des populations, contrôle de l'espace et du territoire et capacité d'extraction de l'impôt. Et cette prolifération de la forme État-nation a entraîné avec elle la prolifération de frontières. En Afrique, par exemple, nous avons 53 États. Chacun de ces États a entre 4 et 6 frontières avec ses voisins. Cela veut dire qu'un ensemble régional comme l'Afrique compte en réalité plus d'une centaine de frontières internes. Alors que personne ne veut des Africains ailleurs, et surtout pas en Occident, les Africains se voient pénalisés doublement. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, mais ils ne peuvent pas circuler non plus
librement dans ce vaste continent qui est entièrement je dirais, à repeupler. Et donc, je crois qu'on assiste à une donnée nouvelle. La frontière est devenue, dans le cadre de l'état de sécurité global, un lieu de danger. Ce n'est plus du tout le lieu d'échange que la frontière, dans sa définition classique, devrait être. Alors, et donc, la brutalité découle du fait que nous vivons dans un moment où la sécurité est le premier et le dernier mot, je dirais, de la vie mondiale. Est-ce qu'on peut imaginer des frontières qui soient moins brutales? Parce que souvent on est piégé dans l'alternative ouvrir ou fermer les frontières. On sait bien qu'aujourd'hui les frontières par exemple elles sont ouvertes aux marchandises, ouvertes aux capitaux, mais fermées par exemple aux populations des pays pauvres. Et on sait bien que on comprend aussi aujourd'hui pourquoi il y a une demande de frontières par certains côtés, notamment on peut envisager, enfin aujourd'hui vu ce qu'a donné des formes de libre-échange, en ce moment on voit bien la négociation sur par exemple le procès, pas de procès mais le projet d'accord transatlantique, que finalement l'ouverture complète des frontières aux capitaux, c'est pas ça qu'on voudrait. Donc est-ce qu'il faut simplement inverser la donne, c'est-à-dire dire il faut ouvrir les frontières aux hommes et les fermer aux capitaux, enfin, ou en tout cas les réduire leur ouverture aux capitaux. Enfin voilà, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des frontières qui aient un rôle d'échange et non pas de clôture? Mais dans le cas de l'Afrique, il faut ouvrir les frontières. Il faut les ouvrir de façon, je dirais, radicale. Pourquoi? Parce que le prix des frontières est devenu exorbitant. Le prix social, le prix économique, le prix culturel. Il faut les ouvrir, il faut les abolir dans certains cas. Et deuxième raison, il faut les abolir parce que pour que l'Afrique redevienne sa puissance propre, son pouvoir propre, l'Afrique doit se transformer en un vaste espace de circulation. D'après les statistiques du gouvernement chinois lui-même, dans une dizaine d'années, à peu près 3 millions de Chinois vivront en Afrique. Il faut ouvrir les portes, il faut transformer cette région du monde en un lieu de destination, nouvelle migration. Cela pendant l'Europe ou les États-Unis continuent de construire les murs, rendre les frontières plus fermes. Je crois que nous devons prendre le chemin absolument inverse. Et un contre-exemple complet. Oui, un contre-exemple radical. Et qui, donc là, parce que là vous parlez quand même des frontières internes oui. À l'Afrique, et du coup vous diriez la même chose pour les frontières entre continents? Écoutez, la réalité est que pour un Sud-Africain, il est plus facile aujourd'hui d'avoir un visa pour aller en Chine, par exemple, que pour aller aux États-Unis. Une page, votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de passeport, combien de temps est-ce que vous voulez passer en Chine, quand est-ce que vous voulez votre visa. Si vous le voulez demain, vous payez un peu plus cher que si vous êtes disposé à attendre 2 semaines. Et donc, vous observez les vols qui vont de Johannesburg à Shanghai, ils ne ressemblent absolument pas aux vols qui vont de Johannesburg à New York. Et donc, il y a une redistribution de la carte du monde qui se traduit par le fait que certaines régions du monde, effectivement, connaissent un retour à la frontière dure, et d'autres flux où la frontière est effectivement un mécanisme d'échange des gens, mais aussi des marchandises, sinon des idées. Et donc, un vol est différent, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous verrez beaucoup, par exemple, de Sud-Africains noirs qui vont à Shanghai,
et très peu qui vont à Washington. Et ce n'est pas accidentel. Ça relève absolument pas de l'accident. Mais je voudrais insister sur le fait que la géographie du monde, disons, s'articule désormais de façon différentielle en fonction de régions qui s'estiment en danger, sous la menace, ou alors d'autres qui veulent plonger dans l'espèce de monde devant nous. Alors, on va parler de cet aspect, mais j'aimerais auparavant que vous m'expliquiez comment, parce que c'est vrai que dans vos travaux, on a à la fois, voilà, cette thèse assez forte sur les frontières, notamment voilà, d'ouverture complète des frontières de l'Afrique, et en même temps une critique assez radicale du capitalisme. Or, même si évidemment on connaît, et particulièrement en France, tous ces gens qui veulent fermer les frontières, on a aussi des capitalistes libéraux conséquents, dont c'est la politique, de dire ah ben non, nous on a besoin de circulation, on a besoin d'ouvrir les frontières, ne serait-ce qu'avec, en raison du vieillissement démographique de l'Europe et en particulier de l'Occident en général. Donc comment est-ce que vous articulez ces deux éléments? Parce qu'on a, là vous prenez l'exemple d'un vol Shanghai-Johannesburg. Ça peut tout à fait s'inscrire dans le capitalisme mondialisé et soi-disant heureux. Non, mais disons, enfin, le capitalisme a deux faces, enfin plusieurs, deux qui sont absolument centrales. Il y a la face nocturne qui est faite de destruction massive, à la fois des vies, de la nature, l'environnement, et ainsi de suite. Mais nous n'oublions quand même pas, il y a également la phase créative, créatrice, si l'on veut. Et donc, toute critique conséquente du capitalisme doit prendre en compte ces deux visages dont traite à longueur de texte Marx lui-même. Ma critique du capitalisme s'inscrit dans cette double perspective. Je suis pour la circulation. Je suis pour la circulation sans condition dans le cas de l'Afrique. Parce que si l'Afrique s'ouvrait effectivement à elle-même, si elle devenait le vaste espace de mobilité, de mouvement qui lui permettrait de devenir sa force propre, personne ne mourrait en Méditerranée. On n'aurait pas besoin de jeunes noyés en Méditerranée. Parce que la part, le fait qu'il y ait autant de jeunes noyés et moins jeunes noyés en Méditerranée, c'est aussi lié à ce que vous appeliez tout à l'heure cet état qui est à la fois un état de sécurité fondé sur un état d'insécurité, ou en tout cas un sentiment d'insécurité croissant. Qu'est-ce que vous entendez par là, hein? L'état de sécurité, c'est aussi une notion qui a été développée par le philosophe italien Agamben, où on n'est pas vraiment dans l'état de droit, enfin plus vraiment dans l'état de droit, mais pas vraiment non plus dans l'état de non-droit. C'est quoi cet état de sécurité-insécurité? Disons, de mon point de vue, c'est du point de vue d'un certain nombre de gens qui travaillent sur ces questions, l'état global de sécurité fait référence à la série de transformations observées, en tout cas, au moins depuis 2001. En conséquence des attentats terroristes de New York et de la volonté, notamment des États-Unis en particulier, d'assurer un contrôle étroit, à la fois sur les gens, sur toutes sortes de mouvements susceptibles de mettre en danger le territoire américain. Je fais référence de ce point de vue à l'accroissement des techniques de surveillance qui sont aujourd'hui à la fois cellulaires et moléculaires. Ce que l'on dit, les sites internet que l'on consulte, les livres que l'on lit, l'utilisation que l'on fait de ces cartes bancaires, tout cela est intégré dans un vaste système de surveillance dont on ne commence que maintenant à, à comprendre la nature, notamment après les révélations de
des gens comme Snowden ou les papiers sur Panama pour ce qui est de la circulation de transactions financières. Et donc je fais référence à cela et je fais référence à l'apparition de nouvelles formes d'internement, l'abrogation d'une série de droits dans la perspective d'assurer l'état de droit. Guantanamo, les prisons secrètes, c'est à ce paysage que je fais référence lorsque j'évoque l'état de sécurité global. Mais alors, parce que vous allez jusqu'à dire qu'au fond, cet état de sécurité qui n'est plus vraiment un état de droit, même s'il garde quelques façades institutionnelles, quelques procédures électives par exemple, s'apparente à une sortie de la démocratie, hein, c'est votre terme. En quoi? Parce que inversement, ceux qui mettent en place ces surveillances disent bah, c'est la seule manière qu'on a de protéger la démocratie. Parce que c'est vrai que la démocratie, il ne faut pas non plus être naïf, à des gens qui veulent la détruire. Non, non, non. C'est absolument clair que les terroristes veulent détruire la démocratie. Alors, est-ce qu'ils y parviennent moins lorsque nous adoptons des méthodes extrajudiciaires pour protéger le droit? Et donc, on a là un vrai débat philosophique. Est-ce que le droit peut s'auto-protéger? Ou alors, est-ce que nous avons besoin de suspendre le droit afin de protéger le droit? À peu près partout dans le monde en ce moment, au moment où nous parlons, on assiste à l'abrogation du droit par toutes sortes de régimes, pas seulement des régimes démocratiques. Chaque petite dictature de notre planète a désormais son Patriot Act, utilisé, mobilisé pour toutes sortes de projets. La plupart n'ont rien à voir avec la démocratie. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a là un débat sérieux sur le point de savoir si, pour protéger le droit, nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à l'état d'exception. Ou si la démocratie peut être protégée effectivement par les moyens du droit, tout seul. Ça, c'est pour l'aspect juridique, mais quand on vous lit, on voit bien que votre idée qu'il y a une sortie de la démocratie, ou alors une inversion de la démocratie. Ou une inversion de la démocratie, elle est aussi fondée sur l'idée qu'il y a une forme de nouvelle fermeture de la communauté politique à un autre qui est souvent un autre issu des colonies, enfin des anciennes colonies. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ou est-ce que c'est la définition d'une nouvelle classe dangereuse? Parce qu'on se souvient qu'à la fin du 19e siècle, les États-nations, hein, dont vous parlez là, je parle en Europe, avaient leur propre classe dangereuse, qui était plus la classe ouvrière que les descendants de l'histoire coloniale ou de l'histoire migratoire. Est-ce que ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire la définition d'une classe dangereuse, ou est-ce que dans la définition de cet autre menaçant, pour lequel on va dresser soit des camps, soit des frontières, soit des types d'exclusion culturelle, idéologique, c'est quand même quelque chose de différent? On a hérité d'une histoire de la démocratie libérale, puisque c'est d'elle on parle, une histoire de la démocratie libérale qui est réductrice, qui tend à passer sous silence la violence des démocraties. Et donc le projet aujourd'hui, c'est de voir comment historiquement les démocraties libérales ont géré à la fois la violence interne, celle qui surgit de leur propre sein, faites référence aux classes dangereuses, et comment elles ont géré historiquement la violence exercée contre ceux qui ne sont pas nos semblables, qu'ils vivent parmi nous ou de manière générale, qu'ils vivent au-delà de nos frontières. Et l'enquête historique que j'ai menée permet d'affirmer
au moins deux choses. Premièrement, qu'au fond, la démocratie a toujours été une démocratie dissemblable. C'était le cas aux États-Unis, où effectivement le régime démocratique s'est accommodé pendant des siècles de son opposé, l'esclavage. L'histoire de la démocratie aux États-Unis est une histoire d'une démocratie à esclaves, si on peut parler ainsi. Deuxième point, la démocratie libérale, sur le plan historique, a toujours cherché au fond à externaliser au-delà de ses frontières la sorte de violence sans réserve qu'elle n'a pas voulu exercer à l'intérieur de ses frontières. Parce que, en l'exerçant à l'intérieur de ses frontières, elle aurait mis en péril la vie même de la communauté politique, la guerre civile étant, au fond, le grand spectre du malheur que la polité occidentale a essayé de se protéger contre la guerre civile. Et donc, ces formes d'externalisation d'une violence sans réserve que l'on ne veut pas exercer contre soi-même, c'est ça qui m'intéresse. C'est au cœur des politiques de l'amitié contemporaine. Or, si c'est une hypothèse qui tient la route, alors on ne peut pas ne pas étudier la colonie comme le réceptacle effectif et historique de cette violence, disons, externalisée au-delà de ses frontières propres. Effectivement, ce qui fait terreur aujourd'hui, ce n'est pas seulement les actes meurtriers en eux-mêmes, c'est la perspective d'une guerre civile à l'intérieur, par exemple en France. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut adoucir la démocratie libérale dont vous remarquez qu'elle a des formes de violence, des fois externalisées dans les colonies ou comme ça l'a été avec l'esclavage, ou est-ce qu'il faut un autre modèle démocratique? Il faut approfondir la démocratie. Elle est vidée de son sens par toutes sortes de forces. Elle est vidée de son sens par le processus de financiarisation du capitalisme, par exemple. Elle, comme Wendy Brown et beaucoup d'autres l'ont montré. Aujourd'hui, les Grecs, par exemple, peuvent aller voter librement, choisir où ils veulent aller. Au regard de la finance, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, comme le disait Schauble, une élection ne va pas changer les choses. Ça ne change rien du tout. Et donc, elle est vidée de son sens par ces forces de plus en plus planétaires, de plus en plus abstraites, de plus en plus disposées à ne rendre aucun compte à qui que ce soit, sauf à leur fondé de pouvoir et ainsi de suite. Elle est vidée de son sens par, disons, une partie des développements technologiques de notre époque, fondés sur à la fois la cellularisation et fondés sur un raccourcissement constant des vitesses, de la vitesse. Et donc, cette transformation planétaire, qui ont lieu également à un moment où on s'en rend compte, notre planète traverse une crise écologique d'une grande ampleur, oblige à, non pas à renoncer à la démocratie, mais à l'approfondir. À l'approfondir dans deux directions. Premièrement, à l'approfondir dans une direction où elle inclurait non seulement les êtres humains, mais l'ensemble du vivant. L'ensemble du vivant, les entités vivantes organiques, minérales, végétales, avec lesquelles nous vivons, avec lesquelles nous partageons la planète, qui sont en un sens la condition même de notre existence comme humanité sur cette planète. Oui, nous ne sommes plus seuls au monde. Nous ne sommes plus seuls au monde. Et nous ne sommes plus seuls dans ce monde qui est devenu tout petit et qui, pour le moment, est le seul que nous ayons.
Donc, dans cette direction, puis dans une direction, je dirais, un peu plus universelle qu'elle ne l'est en ce moment. Nous devons trouver les moyens de passer de la démocratie des semblables à une démocratie plus élargie qui fait de la place à ceux qui ne sont pas comme nous. Si on n'y arrive pas, évidemment, les possibilités de conflits interminables et intraitables augmenteront. Alors, effectivement, il y a, disons, un objectif du coup à plus long terme, hein, cette idée d'une démocratie qui prenne en compte non seulement les humains dans une planète qui s'est réduite, bien sûr, l'ensemble du vivant, et puis il y a, peut-être de manière plus urgente, ne pas réduire la démocratie au semblable, surtout dans un moment où on voit bien que les tensions, voire les terreurs permanentes, irriguent la vie politique. Et à un moment où il n'y a plus vraiment de différence entre l'ailleurs et l'ici. C'est-à-dire les deux sont imbriqués et rien ne va renverser ce processus. Ce processus est irréversible. Mais alors justement, oui, mais alors comment on fait cet aspect-là? Parce qu'on voit qu'il y a au fond une forte tension. Il y a d'un côté le rappel d'un universel républicain, parfois laïcard, et qu'évidemment vous ne partagez pas, mais on a tendance, et de l'autre côté, on a, il faut une nouvelle décolonisation. Sauf que une lutte coloniale aujourd'hui, elle n'aurait pas non plus le même sens, parce que comme vous dites, l'ailleurs et l'ici, le semblable et l'autre sont exposés l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que ce serait une lutte pour ça qui ne soit pas non plus, ni le rappel autoritaire des principes universels, même d'un humanisme un peu durci, et qui ne soit pas non plus une pure transfiguration de ce qu'ont été les luttes anticoloniales dans le monde contemporain? Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question. En tout cas, pas pour le moment. On pourrait revenir, par exemple, revisiter un ensemble de textes fondateurs. Je pense à Kant, Emmanuel Kant, la paix perpétuelle. Et il y a dans ce texte qui date de l'époque d'avant nous, c'était un autre moment historique, un ensemble de positions qui nous permettraient au moins de mettre sur la table les grandes questions. Donc, identifier quels sont les grands différends qui exigent des réponses. Des réponses qui iraient d'un point de vue de principe, dans le sens d'une réactualisation dans les conditions contemporaines des Lumières. Alors que le désir fasciste semble émerger à peu près à tout, le désir d'autoritarisme également, on le voit aux États-Unis par exemple, avec la campagne électorale qui accourt. Vous avez des gens qui veulent revenir à un ordre fort. Oui, mais inversement, cette idée de lumière, elle est contestée par toute une série de personnes qui estiment que les lumières, ça reste une notion trop européocentrée et occidentale. Oui, c'est pour ça. Non, ça a ses origines, certaines de ses origines en Occident, mais ça fait désormais partie des archives du monde. Et donc de ces archives qui appartiennent à tous. Et ce que je propose, c'est qu'il est possible de les revisiter, de redonner une chance à ce projet quand même qui nous aura porté pendant au moins 2 siècles, parce que la tendance actuelle, elle mène tout droit au mur. Dans le livre aussi, à un moment, vous écrivez que pour sortir de cette situation qui est quand même assez mortifère aujourd'hui, il faudrait peut-être une fête de l'imagination. Vous avez quelques pistes pour l'organiser? Elle a lieu tous les jours. Je crois qu'il faut juste faire attention et écouter un peu mieux, voir de près les arts, la poésie. On a peut-être besoin d'un peu plus de poésie. Je préférerais de loin la poésie à la sorte d'attentat meurtrier que l'on a observé ici
au cours de Oui, mais l'année et demie ça qui tout le vient. monde préférerait, mais comment est-ce qu'on impose une poésie, une force poétique face à une force de Kalachnikov? Mais on peut poser la question à l'envers. Comment peut-on éradiquer des passions pseudo-religieuses par des bombardements aériens? Je ne vois pas du tout comment ça peut être fait. Et donc on est, d'un côté comme l'autre, devant l'obligation de créer quelque chose de nouveau. Parce que manifestement, un certain nombre de choses sur lesquelles on s'est appuyé ne fonctionnent plus. Et l'obligation de créer du neuf en appelle évidemment à de nouvelles imaginations institutionnelles, une imagination culturelle. Le temps invite à l'imagination. C'est ce que j'appelle la fête de l'imagination. Sans elle, évidemment, on est bloqué. Sans elle, évidemment, on est réduit à se dire il n'y a pas d'alternative. Or, je pense que il devrait y avoir une alternative. La question, c'est de la trouver. Alors, on aurait pu conclure là-dessus, ça aurait été une bonne conclusion, mais j'avais quand même envie de vous poser une dernière question autour de... Parce que peut-être que ça fait partie de la fête de l'imagination. Vous créez un peu des mots dans ce livre, Politique de l'inimitié, notamment celui de nanoracisme, qui serait au fond l'objet contre lequel il faut lutter. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est? C'est très difficile de lutter contre le nanoracisme, parce que le nanoracisme, c'est un peu comme l'atmosphère, c'est un racisme de type atmosphérique. Qui est poussiéreux, c'est comme de la poussière. C'est des particules fines. C'est le racisme des particules. Enfin, c'est beaucoup dire, mais... Non, mais enfin, c'est fine, évidemment. Mais bon, c'est des particules grossières, mais sous une apparence absolument, fine. Absolument, c'est ça. Vous le définissez bien mieux que moi. Alors, comment on lutte contre l'atmosphère? Franchement, je n'en sais rien. Mais il me semble qu'on en est un peu là. Ça fait partie de l'atmosphère. Ça fait partie des nouveaux modes de jouissance en un moment où on ne sait plus qu'est-ce qui nous fait jouir. Et c'est une jouissance assez démocratique parce qu'il n'y a pas de prix d'entrée. Tout le monde peut y accéder, les élites comme la populace. Et donc, c'est le moment au cours duquel le racisme se fait atmosphérique. Est-ce qu'il est semblable à ce que Frantz Fanon, qui est un peu la figure tutélaire de ce livre, définissait par le racisme culturel? Non, Fanon n'avait pas de terme pour cela, parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était pas cette forme de racisme. C'est vraiment quelque chose d'inédit, typique de notre temps, où être raciste est un facteur de jouissance. À une époque où le temps nous appelle à la licence absolue. C'est-à-dire, rien ne nous retient. Être décomplexé. À l'époque de la licence absolue, le racisme est une forme démocratique de la jouissance. Même si... Mais Fanon ne parle pas de ça. D'accord, il ne parle pas de ça, mais il fait une distinction assez importante entre un racisme biologique assez grossier et un racisme culturel dont on voit bien que cette double, qu'aujourd'hui quasiment personne ne se revendiquera d'un racisme biologique, alors qu'on peut insister sur des différences culturelles. Mais moi j'ajoute une troisième dimension qui est ce racisme atmosphérique. Tout à fait, qui est un peu, qui fait partie de la société du spectacle dont parlait Debord, et qui est, je le répète, qui a une dimension tout à fait libidinale. Ça nous procure une espèce de jouissance d'être raciste, peut-être pas toute la journée, mais enfin un moment de la journée, et de ne pas l'être le moment suivant. Mais juste sur cette question culturelle, parce qu'elle me semble assez intéressante, on voit bien que la crainte de verser dans le racisme culturel fait qu'aujourd'hui, il y a tout un discours sur oui, mais du coup, on est dans le déni des cultures et on peut poser effectivement, enfin pour reprendre, c'est le titre d'un livre qui a fait beaucoup polémique, on peut se demander assez légitimement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la revendication des spécificités culturelles
qu'exploitent ceux qui développent un racisme culturel, en vient à menacer la communauté politique. Est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'il y a un moment? Ou est-ce que c'est en gros une manière complètement piégée de voir les choses? Non, il y a un moment donné où la revendication de la spécificité culturelle menace, puisque nous sommes ici, la République. Est-ce qu'on en est à ce moment? On en est arrivé là? Je ne suis pas certain. Ce que l'on appelle ici en France le communautarisme demande à être revisité. Moi, ce que je vois lorsque je discute avec des jeunes des banlieues, je lis un certain nombre de productions, ce qui se manifeste dans la parole, cette parole, c'est la demande d'appartenance. C'est des gens qui sont à la porte, qui frappent et qui disent « mais ouvrez-la grande pour que nous puissions entrer ». En quoi est-ce que la demande d'appartenance fait-elle partie de ce que l'on appelle le communautarisme? Franchement, je n'en sais rien. Et ce sera vraiment ma dernière question pour le coup, parce que ça touche un peu à ça. Par rapport à votre livre précédent, Critique de la raison nègre, là, dans Politique de l'inimitié, on a l'impression que vous êtes quand même passé un peu d'une figure tutélaire qui aurait été plus, dans le livre précédent, Édouard Glissant et le tout-monde, à là, davantage Fanon, sur un mode un peu plus, je trouve, sombre et parfois un peu plus violent. Est-ce que c'est une évolution de votre part? Est-ce que c'est l'évolution du monde? Mais on a des fois un peu l'impression que voilà, l'idée du tout monde devient un slogan toujours très beau, mais un peu creux face à tout ce qui nous arrive. Oh, alors le pauvre Glissant, il serait bien en peine aujourd'hui de dire en quoi consisterait le tout monde face à ce que vous et moi observons. Notre monde, en ce moment, n'est pas si gai que ça. Alors comment prendre conscience de la gravité des temps sans fermer la porte à toutes les possibilités d'avenir? Telle est un peu, de mon point de vue, la question. Mais dans ce dernier texte en particulier, en fait, ce dernier texte travaille sur une zone de tension entre le Fanon de la contre-violence comme réponse à la violence structurelle, le Fanon révolutionnaire politique et le Fanon médecin, celui qui soigne, celui qui pense les plaies, celui qui écoute le patient, celui qui s'efforce de redonner l'espace à la relation, celui-là qui pense que la plus grave maladie mentale dont l'humanité souffre, c'est l'absence de relation. Alors comment on tient les deux choses ensemble? Voilà, disons, la ligne de tension sur laquelle je me situe. Où est-ce qu'elle va, cette ligne de tension? Écoutez, on en parlera après la publication du prochain livre. En attendant, celui-là s'appelle Politique de l'inimitié. C'est un bref essai fait de hachures, de croquis et de chapitres parallèles, pour reprendre vos propres termes. Merci beaucoup, Achille Mbembe, d'avoir fait un détour par nos studios du Passage Brelon. Et donc, à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci.